Et bonjour à tous. Je pense que je suis en direct avec vous. Je suis ravi d'être l'invité de la troisième édition du Content Summit. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une première partie de Summit ce matin agréable. Moi, j'ai eu la chance de voir quelques sessions et je me suis régalé. On en aura plein également cet après-midi. Euh, c'est la troisième année qu'on fait le Content Summit et on est très fiers de pouvoir vous réunir aussi nombreux aujourd'hui. On a vraiment euh, tout fait pour avoir des sessions qui vous intéresseraient. C'est notre objectif, c'est de vous aider à devenir dans un sens une meilleure version de vous-même en tant que communicant. Et j'en profite pour féliciter toute l'équipe marketing qui est à la baguette pour organiser cet événement pour la troisième édition. C'est un gros boulot derrière, mais j'espère que encore une fois, on vous délivre beaucoup de bons contenus et de valeurs. Euh, pour Mass, donc PlayPlay, je pense que vous connaissez, on est une plateforme de création vidéo pour les entreprises. On existe maintenant depuis 6 ans. On est dans le French Tech 120 et on a la chance d'être maintenant une assez grande entreprise. On est 200 avec des bureaux à Paris, à New York, à Berlin. Et notre métier, là, c'est de vous aider, vous, les équipes comme marketing, réseaux sociaux, contenu, maintenant marque employeur, formation, à créer du contenu vidéo. C'est pas toujours évident à le faire par vous-même et à le distribuer ensuite sur toute votre plateforme. Et on le fait avec passion depuis maintenant 6 ans. Et dans ce cadre-là, on travaille évidemment beaucoup avec vous, les communicants. Et la session d'aujourd'hui, c'est de se demander finalement ce que on va devenir nous, communicants. Quelles sont les compétences qu'on va devoir développer et quel serait le portrait robot du communicant dans le futur. Alors, on ne parle pas de 2100, mais on parle des prochaines années, tout va très vite. À quoi ressemblera un communicant en 2025, peut-être en 2030? Pour y réfléchir, on a travaillé en équipe, on a aussi lu des choses, on s'est renseigné et j'ai essayé ici de vous digérer un peu ce que nous, on pense pouvoir être le communicant de demain, avec beaucoup d'humilité, puisque évidemment, c'est très difficile de prédire le futur. Et évidemment, on est dans un monde qui va très vite et qui évolue très vite. Euh, alors, le portrait robot du communicant de demain, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va changer en fait? Quand on se pose la question de qu'est-ce que sera un communicant demain, on va regarder en fait les évolutions qu'il y a dans notre monde. Et donc, pour moi, il y a 4 catégories d'influence sur l'évolution de notre métier. Le premier, c'est la technologie. Évidemment, la technologie, elle va faire changer la façon dont on communique. La technologie, l'évolution majeure qu'on a eue dans les 20 dernières années, c'est évidemment tout simplement l'émergence du digital. On est passé pour nous, communicants, d'un monde plutôt print, plutôt physique, à une communication qui est maintenant majoritairement sur les plateformes digitales. Au sein des plateformes digitales, on voit des évolutions. Euh, le monde du site web qui va aujourd'hui plutôt vers le monde des plateformes. Et puis, ce monde digital, on voit qu'il évolue. Peut-être demain, il sera plus ou moins réel et virtuel avec l'évolution du métaverse, de la réalité augmentée, de l'IA. Donc, ces technologies-là, on doit les suivre parce que, encore une fois, elles vont impacter la façon dont on communique. La deuxième influence, ce sont les plateformes. Chaque jour, vous créez du contenu et vous le distribuez. Et donc, selon les plateformes qu'on aura à notre disposition dans le futur, en 2030, disons, évidemment, ça changera la façon dont on communique. On voit qu'il n'y a pas il y a peu de stabilité dans les plateformes. On a, je dirais, quelques blockbusters qui sont là depuis maintenant des années. On peut penser à Instagram sur le B2C, à LinkedIn sur le B2B, évidemment qui est quasiment en monopole sur ce réseau social, cette typologie, ou encore YouTube sur les sujets de vidéo. Mais après, on voit que, encore une fois, les équilibres sont instables. Qui aurait cru que Facebook aurait tant de difficultés il y a encore quelques années? L'émergence de TikTok change complètement la façon dont on crée du contenu et dont on le consomme.
On pense aussi à Twitter, qui est une plateforme assez déclinante et qui a du mal aujourd'hui à se réinventer et à permettre aux entreprises, aux organisations de communiquer. Et puis, il y a des nouvelles plateformes. Je pense à Twitch, par exemple, qui est une plateforme vraiment orientée sur le live et sur lesquelles aujourd'hui il y a de plus en plus d'audience. Ou encore, et on en parlait ce matin avec Thibaut de Partout, les plateformes type messagerie comme WhatsApp, où aujourd'hui on voit qu'elles se transforment en réseau social et en endroit où on peut communiquer. Donc il faudra suivre l'évolution de ces plateformes et au sein de ces plateformes, il y a un grand point d'interrogation sur les sites, votre site, qui est aujourd'hui un endroit où vous distribuez encore beaucoup de contenu. Et on sait qu'aujourd'hui, les audiences ne vont plus naturellement vers les sites, elles vont plutôt soit vers Google en début d'expérience ou sur les réseaux sociaux directement. Ensuite, il y a les créateurs. Qui va créer du contenu dans le futur J'essaie de les rassembler en trois grandes typologies. On a les médias, qui sont les créateurs depuis toujours et qui, évidemment, continuent de créer énormément de contenu avec parfois une petite crise existentielle parce que il est difficile d'atteindre ces audiences quand on est sur des plateformes qu'on n'opère pas. Il y a des enjeux aussi de monétisation, donc les médias cherchent en permanence à se réinventer. Il y a les marques, les entreprises et organisations, c'est vous. Vous qui, encore une fois, créez du contenu et devez le distribuer et trouver les bons canaux, les bons storytelling. Et enfin, l'émergence d'une troisième typologie de communicants, c'est les individus, les citoyens, qui est probablement le communicant qui a eu le plus de croissance dans les dernières années. C'est ce qu'on appelle les influenceurs, les youtubeurs. On a deux exemples assez reconnus en France. On peut penser à Hugo Décrypte, qui est une personne qui est devenue à elle-même un média extrêmement influent en France, jusqu'au point de décrocher une interview avec le président Macron il y a à peine quelques semaines, d'ailleurs dont la qualité avait été reconnue. Ou encore Squeezie, qui est un youtubeur très connu, qui a 18 millions d'abonnés sur YouTube. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui a une influence et une portée qui est très largement supérieure à la grande majorité des médias et des marques en France. Et enfin, au cœur de tout ça, les audiences. Qui sont les gens qui vont continuer de consommer du contenu? Quelles seront leurs aspirations? Quels sont les contenus qu'ils vont attendre? Quelles seront aussi leurs méthodes de consommation? Tout ça, eh ben, c'est les ingrédients qui font que le métier de communicant, il évolue. Alors, sur la première compétence, sans surprise, on va parler d'intelligence artificielle. On en a parlé déjà ce matin. On continue tous d'en entendre parler, mais je pense que autant parfois il y a des buzz sur des innovations technologiques et 6 mois après on n'en parle plus. Je pense que là on comprend tous que l'IA est une révolution qui est là pour durer, qui a déjà impacté beaucoup d'industries, la finance, la santé, l'automobile, et évidemment qui va forcément impacter notre métier de communicant. Je reste très humble sur le sujet de l'IA puisque aujourd'hui on a du mal, je pense, encore à comprendre quel va être vraiment son impact. Et aujourd'hui on a un peu peur parfois de l'IA. J'aime bien, enfin on dit beaucoup que l'IA ne remplacera jamais la créativité humaine. J'ai une mauvaise nouvelle, a priori c'est faux, et c'est déjà faux. On a deux études récentes, une menée par l'école de Wharton et une publiée dans le magazine Nature assez récemment, qui ont montré que des intelligences artificielles avaient déjà dépassé l'homme sur la créativité, et la vraie créativité, à savoir la créativité des idées. Donc l'IA est très puissant, et il faut le voir comme une opportunité en tant que communicant, mais évidemment il faudra le maîtriser. Quelles peuvent être les applications un peu plus concrètes de l'IA pour vous, communicants? Le premier, ça va être d'automatiser vos métiers, notamment
dans la partie plus marketing. On le sait, l'IA va vous permettre de travailler votre CRM, de travailler vos bases de données, de les enrichir, de mettre en place des choses automatiques comme de la prospection, des relances, des emails qui vont tout simplement vous permettre de mieux travailler, de mieux toucher vos audiences. L'IA pour aider à la décision. Ça aussi, c'est un vrai impact que peut avoir l'IA par sa capacité à gérer des énormes volumes de données et de les analyser. L'IA permet d'anticiper les tendances futures. C'est déjà très vrai et utilisé dans la finance, c'est aussi utilisé dans l'industrie du retail. Quels seront les vêtements que les gens voudront porter dans les prochains mois ou dans les prochaines collections? Et ça va s'appliquer évidemment à la communication. Quels seront les contenus, quels seront les sujets que les gens voudront lire, voudront consommer dans le futur? Vous allez pouvoir utiliser l'IA. Ça peut être des analyses de votre site, de vos contenus ou de ceux de vos concurrents, ou des analyses beaucoup plus macro, qui vont ensuite vous permettre de savoir quels seront les sujets les plus intéressants à couvrir. L'IA pour personnaliser le contenu et l'expérience. Aujourd'hui, c'est déjà très vrai dans la publicité, puisqu'on est, nous, ciblés par des publicités qui sont selon nos besoins. Mais l'IA va pouvoir le permettre dans la communication. Demain, on peut penser que chaque interaction sera personnalisée, que ce soit une visite sur un site web, un email, une newsletter, une conversation. On pourra vraiment avoir une communication presque one-to-one avec nos audiences. Surveillez votre marque. Ça, c'est un enjeu qui est très important et on en parlera après. Il est déjà possible aujourd'hui de suivre sa réputation et ce qui se dit sur les plateformes, mais il y a aujourd'hui des technologies d'IA, et notamment sur la reconnaissance d'objets et la reconnaissance d'images, qui vont permettre d'améliorer sensiblement votre capacité en tant que communicant en entreprise à savoir ce qui se dit, ce qui se poste, ce qui se raconte sur votre marque. Ça peut vous permettre de répondre. Ça peut aussi développer des opportunités de partenariat, puisque demain, vous pourrez savoir, par exemple, qui porte ou utilise vos produits et les contacter. Et enfin, l'IA va vous permettre d'accélérer la création de contenu. Ça, je pense que c'est finalement un des usages déjà les plus répandus, les plus évidents, ce qu'on appelle le generative AI, et cette capacité à l'IA à soit créer complètement du contenu, on l'a vu notamment avec Midjourney, avec DALL-E qui crée des visuels, ou vous aider à aller plus vite dans la création de contenu. Et on va prendre l'exemple de la vidéo. Chez PlayPlay, nous, alors, notre mission, c'est depuis le premier jour de vous aider à faire des contenus très simplement. Et je voulais juste vous montrer comment, avec l'IA qu'on va mettre dans PlayPlay, on va vous permettre de le faire encore plus simplement. Voilà des choses qui existent déjà dans PlayPlay ou qu'on va ajouter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et vous allez comprendre l'impact d'une technologie comme l'IA. Le prompt to vidéo, on en a eu tout à l'heure la démonstration par Arthur. En quelques mots, je décris la vidéo que je souhaite faire et on en fait une première version. Elle n'est pas parfaite, mais elle est déjà de très bonne qualité. Et donc, je peux gagner déjà de nombreuses minutes, voire de nombreuses heures, grâce à cette technologie qui est portée par l'IA. L'URL to vidéo, on est en train d'y travailler. Donc, il sera assez simple demain avec PlayPlay de copier-coller n'importe quelle URL, votre site, un article de blog, et de le transformer en vidéo. La voix off. Je n'ai pas envie d'enregistrer ma voix, j'écris un texte et une voix va être automatiquement générée pour un tutoriel, pour une vidéo qui veut raconter quelque chose. L'amélioration de l'audio. Il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui vous permettent de corriger le son d'une vidéo qui n'aurait pas été très bien enregistrée. Les sous-titres, c'est déjà disponible dans PlayPlay. On a désormais intégré de l'intelligence artificielle pour avoir le plus haut niveau de qualité. En quelques secondes, l'intégralité des sous-titres ainsi que sa traduction est possible. Et là, pareil, vous voyez les gains de temps énormes.
Le clipping, la version courte, je fais une vidéo d'1 heure, j'en veux des extraits courts. Ça pouvait prendre des heures et des heures de dérush et de montage. Demain, ce sera automatiquement fait. Les posts sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous créez un contenu, vous voulez le poster sur LinkedIn, il faut que vous écriviez un texte. Demain, on pourra vous aider déjà à en proposer une première version et à l'écrire pour vous. Et enfin, l'analyse éditoriale, on en parlait. Demain, on pourra analyser l'intégralité de vos vidéos et les pousser pour vous faire des recommandations. On passe à la deuxième compétence qu'on aura en tant que communicant dans les années à venir. Je suis un super créateur de contenu. C'est quoi le contexte? C'est que le contenu, c'est évidemment le cœur de notre métier. On passe nos jours à créer et à distribuer du contenu. Ce contenu, il est polymorphe, il revêt de plus en plus de formes. Et surtout, on voit aussi cette tendance du do-it-yourself. C'est-à-dire que vous, communicants, vous créez vous-même vos contenus. Vous vous équipez de solutions et vous prenez des compétences qui vous permettent d'être vous-même ce créateur de contenu, généralement pour être plus réactif et aussi pour maîtriser ce que vous allez dire et être plus authentique. C'est une tendance qui va se renforcer. Vous êtes communicant en 2030, vous savez créer des visuels, vous savez créer des contenus vidéo, vous savez créer des contenus audio et des podcasts. Vous savez créer des lives. Le live, c'est un format qui a évidemment explosé pendant le confinement avec les webinars. On le voit aussi de plus en plus se développer sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok. C'est un moyen de faire de l'interactivité très forte et des contenus de très fort engagement. Vous allez continuer de développer cette compétence. Et enfin, vous allez continuer d'écrire. On s'en rend compte tous les jours en tant que communicant. On continue finalement d'utiliser nos 10 doigts pour écrire du contenu, que ce soit des mails, des articles, mais aussi de la copie quand elles veulent accompagner des vidéos par exemple. Et ça, c'est une compétence qu'on ne va pas perdre. Bien sûr, on aura des outils qui vont nous aider comme ChatGPT, mais savoir écrire du texte restera majeur. Et puis, dans un monde où on bascule vers le conversationnel, l'écriture de texte restera importante. Et enfin, en tant que communicant, je sais aussi passer devant la caméra. Ça, on l'a vu, c'est une tendance qui se renforce, qui se développe. Les communicants ne sont pas derrière la caméra, que derrière la caméra, ils passent devant. Ils deviennent des incarnants de leur marque. Et ça aussi, c'est des compétences que vous allez devoir développer. Comment je prends la parole en public, comment je m'exprime, comment je mène une interview. C'est pas évident, c'est pas forcément des compétences qu'on pense avoir naturellement, et donc il faut développer. La compétence suivante, c'est d'être un animateur de communauté. Ça, je pense que c'est un sujet très intéressant. En fait, la communication, elle passe d'un mode très direct. Moi, je suis communicant, je gère ma page Facebook et je poste. À une communication qui devient indirecte. Indirecte, ça veut dire que moi, communicant, je vais utiliser d'autres communicants, je vais utiliser d'autres personnes pour parler de ma marque, de mon organisation, de mes services. Et en tant que communicant, ça va être une vraie compétence de savoir travailler avec des gens qui seront mes relais. Il y a 3 communautés qu'on peut identifier. La première, ce sont mes clients. Si j'ai envie de parler de mes produits et de mes services, c'est plus intéressant de le faire par la voix de ceux qui les ont utilisés de manière plus neutre finalement, que moi avec un discours plus promotionnel. Je vais utiliser mes clients pour parler de l'expérience qu'ils ont vécue, je peux les faire témoigner. Donc en tant que communicant, renforcer le lien que j'ai avec mes clients, être capable de les identifier, de les inviter, de les faire parler, ce sera une compétence à développer. La deuxième communauté, ce sont les collègues. On a parlé ce matin de l'employer advocacy. On ne compte plus les études qui ont prouvé que, en tant que marque, vous avez plus d'impact quand ce sont des employés qui parlent de vous,
plutôt que d'une voix officielle qui est celle de votre compte. L'impact est plus important, on pense évidemment à LinkedIn, et à ce sujet, je lisais dernièrement que Cisco, qui est une entreprise américaine très importante, est en train de former l'intégralité de ses employés à prendre la parole sur LinkedIn. Ils ont 87 000 employés qui sont en train d'être formés. Et quand vous imaginez que demain, vous pourriez avoir 87 000 employés de Cisco qui se font les porte-paroles et les relais de la communication d'entreprise, vous voyez le potentiel de ce relais-là. Et enfin, je m'appuie sur des leaders de communauté, des influenceurs, des gens qui maîtrisent, ou en tout cas qui sont dans mon industrie, dans mon monde, et je vais aller les utiliser, je vais aller travailler avec eux pour qu'ils se fassent les relais de ce que je fais, de mes produits, de mes services, mais pas que, de mes actualités. Je vais imaginer des contenus avec eux, et on sait que ces gens-là peuvent vraiment vous aider dans votre communication. Donc à la fin, encore une fois, vous avez une communication directe et vous aurez une communication indirecte par ces relais-là. Je génère de la confiance. Ça, c'est un sujet qui prend de l'ampleur, qui est majeur dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde où la vérité est de plus en plus brouillée. On a vu, notamment dans le contexte du Covid, l'explosion de ce qu'on appelle les fake news. On voit aussi avec des nouvelles technologies portées parfois par l'IA, des vidéos de personnalités qui prennent la parole. On ne sait plus vraiment si ce sont elles ou si ce sont des intelligences artificielles. On voit que la réalité peut être transformée et que malheureusement, beaucoup tombent dans le panneau. Une étude a montré que 38% des Américains ont partagé des fake news, c'était en 2020, sans le vouloir, hein, ils s'en sont rendus compte a posteriori, ils ont dit oui, cette info que j'ai partagée était fausse. Et donc, dans ce monde-là, les repères sont flous et il y a une vraie recherche de confiance. En tant que consommateur de contenu aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir confiance en mon émetteur et j'ai besoin de croire en lui. Et donc vous, en tant qu'entreprise, vous devez travailler ça énormément. Il y a une étude très intéressante qui est menée chaque année, qui s'appelle le Edelman Trust Report, et qui justement est un baromètre de la confiance, en quoi croient les gens, en qui croient les gens. La communauté en laquelle nous, les gens, avons le plus confiance, ce sont les scientifiques. Donc ça, c'est plutôt rassurant. La deuxième communauté qui est juste après les scientifiques, ce sont mes collègues. C'est-à-dire que les gens en qui je crois le plus après les scientifiques, ce sont les personnes avec lesquelles je vais à la cantine ou prendre un café le matin. Et à l'inverse, on voit qu'il y a une énorme crise de confiance d'autorités qui pourraient sembler plus fiables. Les journalistes, les médias, moins de 50% des gens leur font confiance aujourd'hui, et en France, le chiffre est aux alentours de 30%. Et les gouvernements et leaders, eux, ne sont aujourd'hui pas crus, puisque 40% seulement des gens leur font confiance. Donc on voit bien encore une fois que la confiance, elle est dure à obtenir, et que vous, en tant qu'entreprise, vous devez toujours essayer d'inspirer cette confiance. Comment on peut faire pour renforcer la confiance en ma marque, en mon entreprise? Alors, on voit 3 axes. Le premier, c'est la cohérence et la crédibilité. Si vous êtes une entreprise, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous êtes crédible, vous êtes légitime, et c'est important de vous exprimer là-dessus. Si vous êtes une banque, vous avez des sujets très nombreux sur lesquels vous pouvez prendre la parole et être très crédible. Ça peut être les sujets sur les emprunts immobiliers, ça peut être la finance verte, ça peut être la gestion de son patrimoine. Et évidemment ici, si vous le faites vous-même, et d'ailleurs si vous le faites avec des tiers, comme des influenceurs, vous avez intérêt à
bien les sélectionner et à être très cohérent. Si vous vous aventurez sur des sujets qui ne sont pas vraiment les vôtres, alors vous risquez de perdre en fait votre crédibilité parce que vous serez flou. Et au sein des sujets qui sont les plus légitimes pour vous, vous avez tout intérêt à en choisir un ou deux sur lesquels vous allez vraiment insister pour devenir les numéros 1. Si vous pensez que par exemple la finance verte est un sujet important pour vos audiences, alors construisez une ligne éditoriale très forte sur le sujet pour être digne de confiance, et on sait que ça prend beaucoup de temps. Communiquez sur vos valeurs. On va en parler, mais on voit bien aujourd'hui que l'entreprise, elle ne parle plus uniquement de ses produits et de ses services, elle parle de qui elle est. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle est de plus en plus au milieu de la société, elle n'est pas à côté de la société. Et les gens veulent savoir, en fait. Les gens veulent savoir qui vous êtes, pourquoi vous vous battez, à quoi vous servez, et quelles sont les choses en lesquelles vous croyez. Donc, communiquer sur ces valeurs, ça permet de renforcer la confiance qu'on a en votre marque. La transparence, c'est connu, renforce la confiance. La transparence, ça veut dire les choses, ouvrir le capot, partager des expériences, montrer des succès, montrer parfois des difficultés, mettre en avant des choses de votre entreprise qui sont encore une fois pas mercantiles, pas vos produits et vos services, vos employés, vos actions. Ça va créer du lien et ça va créer de la confiance envers votre marque. Et de l'autre côté, il faut aussi être vigilant. Parce que votre marque, elle peut être prise à partie, on peut en parler, on peut en déformer certaines des actions. Et donc, en tant que communicant, une compétence que vous allez devoir développer, c'est cette capacité à vous informer et à réagir. Ce qu'on appelle, par exemple, le fact-checking. Aujourd'hui, on voit que des équipes de communication travaillent de plus en plus avec les équipes juridiques, parce que parfois, sur des sujets sensibles sur lesquels on est interpellé, on doit être capable de répondre avec précision sur des sujets sensibles. Avec réactivité, on le sait tous, les choses vont très vite, les buzz dans le bon et dans le mauvais sens se créent vite, et donc il faut être capable d'être réactif. Intrinsèquement lié à la confiance, je suis responsable. La communication de 2025 ou de 2030, elle va comporter une dose importante de RSE. Et encore une fois, on crée une espèce de nouveau degré de communication. On ne parle pas uniquement des produits et des services, et pourquoi on est les meilleurs, on parle de notre entreprise. Ce qui est assez nouveau, hein. Il y a un changement profond qui se fait chez les consommateurs, puisqu'on voit que dans leurs critères d'achat, dans leurs décisions qu'ils prennent, ils ne s'intéressent pas justement uniquement intrinsèquement aux caractéristiques de votre produit ou de votre service, mais de qui l'a produit, de qui le vend, qui est derrière. 73% des gens disent qu'ils sont prêts à payer plus auprès d'entreprises socialement responsables. Et là, c'est important d'insister sur le fait que vous, dans un sens, vous n'êtes que communicant. Et donc, ça va être intrinsèquement lié à votre entreprise. Si vous travaillez dans une entreprise responsable, vous allez avoir un champ des possibles sur la communication qui sera incroyable et qui va être passionnant. Si vous travaillez dans une entreprise qui soit n'est pas responsable, soit ne s'intéresse pas, elle ne se met pas sur ces sujets, en tant que communicant, vous n'allez pas faire des miracles, ou alors vous serez accusé justement potentiellement de mentir, de cacher ou de faire du greenwashing par exemple sur les sujets écologiques. Donc évidemment, votre rôle de communicant, il est intrinsèquement lié à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Être responsable, ça marche. On le voit, il y a 3 impacts qu'on peut mentionner. J'améliore ma réputation et auprès de tous mes parties prenantes. Je bats mes concurrents. 63% des consommateurs achètent auprès d'entreprises dont ils admirent les valeurs. Ça veut dire que, en fait, ça va devenir un avantage concurrentiel d'être une entreprise responsable. Il n'y a aucun cynisme là-dedans, en fait. C'est juste que c'est complémentaire et ça fonctionne bien ensemble.
Et enfin, je garde mes talents, et notamment pour ceux qui travaillent dans la com interne. On sait bien que dans la com interne, il y a un enjeu énorme d'engagement, d'attachement à l'entreprise dans laquelle je travaille. Et les entreprises qui ont des sujets de RSE à raconter, évidemment, renforceront l'attachement des talents. Il y a beaucoup de thèmes. Quand on demande aux gens quels sont les sujets qui les intéressent le plus et pour lesquels ils ont envie d'entendre les entreprises, le premier, c'est évidemment la durabilité environnementale. C'est tout ce que fait votre entreprise dans le monde, dans la crise écologique qu'on connaît. Qu'est-ce que vous faites pour le climat? Quels sont vos engagements pour réduire votre impact carbone? Quelle est la transparence que vous donnez là-dessus? Ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez être attendu. Le deuxième, c'est l'éthique de la chaîne d'approvisionnement. On a eu la semaine dernière une entreprise française accusée de, par un fournisseur, faire travailler des prisonniers en Chine. Aujourd'hui, ça se sait, et ça a un impact majeur ensuite sur la réputation, sur le business de ces entreprises. Donc, la façon dont vous travaillez, la façon dont vous approvisionnez, évidemment, maintenant, ça va rentrer dans les comportements d'achat et donc dans vos thèmes de communication. La responsabilité sociale, l'entreprise et dans la société. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la société et pour la société? Les gens sont intéressés et les gens veulent savoir. Et enfin, le sujet de l'égalité, l'égalité que vous pratiquez dans votre entreprise, quelles sont vos valeurs et vos actions sur le sujet, que ce soit sur l'équilibre homme-femme, l'inclusion, la diversité. Ça, ce sont des sujets sur lesquels vos audiences et les consommateurs vous attendent. J'investis le monde virtuel. Là-dessus, c'est difficile d'être très précis, mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ruptures technologiques qui se préparent. On a vu le métaverse et des investissements massifs de Meta sur le sujet, avec pour l'instant pas beaucoup de succès, mais les choses peuvent prendre du temps. La réalité augmentée, donc c'est une expérience qui est moins immersive, mais c'est une expérience où le virtuel vient de se coller à la réalité. On a vu encore une annonce cette semaine de Facebook avec une paire de Ray-Ban qui permet de prendre des photos et de streamer en live. A priori, on peut penser que dans les prochaines années, on sera de plus en plus sensibilisé dans ces nouveaux sujets, dans des sujets de communication. Et là, vous devez imaginer des expériences de communication qu'on ne connaît pas. On a vu des expériences par des grandes marques, on pense à Ikea qui permet de tester ses produits grâce à la réalité augmentée. On a vu des personnalités faire des concerts dans des jeux vidéo comme Fortnite. Je pense que c'est pour vous un terrain de jeu pour proposer des expériences nouvelles à vos audiences et notamment dans une capacité à leur présenter vos produits et vos services. Il y a une révolution qui est déjà en cours, c'est celle des jeux vidéo. C'est une industrie dont je voulais parler en quelques secondes, même si aujourd'hui tout est à faire sur la communication dans les jeux vidéo. Mais si on se projette dans le futur, on ne pourra probablement pas faire l'impasse sur cette méga industrie aujourd'hui qui pèse plus que le cinéma et la musique réunis, qui rassemble bientôt 3 milliards de joueurs et qui génère une consommation de contenu en dizaines de milliards d'heures, notamment sur la plateforme Twitch. Les jeux vidéo, c'est massif, ce n'est pas que pour les adolescents, c'est une industrie qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement variée, et donc vous pouvez avoir des enjeux à réfléchir à comment vous allez communiquer dans ce monde-là. On a vu des initiatives plutôt, on va dire, publicitaires pour l'instant, où vous jouez, vous faites de la Formule 1 dans un jeu et vous avez des publicités de marques. On voit aussi qu'avec l'émergence de l'e-sport, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de mettre un pas dans le jeu vidéo par du sponsoring ou par de la création de contenu autour de l'e-sport. Tout reste à faire, mais en tout cas, à garder en tête, je pense, pour le communicant du futur. Et lié à ça, et c'est, je crois, l'avant-dernière compétence,
Je suis plus humain que jamais et je crois très fortement en cette compétence, et je pense qu'elle est pas du tout, elle est pas du tout tarte à la crème. On est dans un monde, où les émotions sont, décuplées, les valeurs scrutées. On a l'émergence de mouvements, d'opinion très forts. On voit que, les entreprises, leurs actions, leurs valeurs, leurs engagements, sont scrutés, avec cette logique aussi de plus en plus dans un sens de justice et de moralité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Et les gens réfléchissent de plus en plus comme ça. Encore une fois, on passe d'une logique plus mercantile, ce produit me plaît, je l'achète, à est-ce que ce produit est fait par une entreprise dont je partage les valeurs, que je connais, en qui j'ai confiance, etc., etc., et qui m'en parle également. Et donc, au cœur de tout ça, il y a la façon dont vous allez parler avec vos audiences. Euh, et on sent là, évidemment, que vous allez avoir un enjeu énorme de sincérité, de proximité, d'authenticité. Dans un monde où la technologie va créer potentiellement des contenus à l'infini, les contenus qui seront les plus humains seront les plus forts. Ça, c'est une évidence. Et, on en a tous fait l'expérience. Je pense que quand vous avez une interaction avec une marque, une entreprise, si vous avez une expérience très négative, ça peut rompre votre confiance et votre intérêt pour la marque pour des années. Par contre, quand vous avez une expérience positive, un petit peu exceptionnelle, un petit peu différente, alors peut-être que vous allez aimer cette marque pour toujours. Chaque interaction, elle compte, on le sait. Et en 2025 ou en 2030, ce sera encore plus vrai. Je m'adapte. Évidemment, tout ce que je vous dis, ça reste très prospectif, ça reste théorique, puisqu'il est très difficile d'anticiper ce que sera le monde de demain. Et donc une soft skill très importante à avoir, ce sera cette capacité à s'adapter. On voit aujourd'hui que les tendances ont tendance à s'accélérer. L'évolution des storytelling, l'évolution des plateformes va très vite. L'évolution des technologies aussi. Donc finalement, peut-être que la principale qualité d'un communicant, ce sera cette capacité à s'adapter, à tester, à apprendre. Vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas tout savoir faire. Vous aurez aussi de plus en plus intérêt à vous spécialiser. Mais encore une fois, l'adaptabilité, c'est une compétence clé pour le communicant de demain. En résumé, on est en 2030 et vous êtes communicant. Vous devez maîtriser l'IA et la data. Alors la data, je l'ai saupoudrée, on aurait pu en parler longtemps, mais évidemment, la data, l'IA, elle est aussi au service de la data. Je suis un créateur de contenu à part entière. J'anime des communautés, j'ai une communication directe, mais je sais aussi travailler avec des communautés. Je génère de la confiance, je suis une entreprise en laquelle on croit et je suis responsable et j'ai des engagements qui dépassent simplement ce que j'ai à vendre. J'explore les nouvelles expressions, les nouvelles plateformes, les nouvelles technologies. J'ai une communication humaine et sincère et je m'adapte parce que tout ça, évidemment, va changer très, 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 très vite. Voilà ce que je voulais vous raconter, ce sur quoi on a réfléchi avec l'équipe. Et je suis ravi de répondre à quelques questions si on a un petit peu de temps. Alors, je vais les parcourir.
Alors j'ai une question sur, les outils IA que vous utilisez au sein de PlayPlay et donc que vous recommandez et pour quel usage? C'est une question qui est assez intéressante, alors je vais peut-être arrêter le partage. Moi j'avais posé la question il y a quelques semaines, alors pour le coup à PlayPlay, à tous les employés de PlayPlay, quelles étaient les technologies d'IA qui étaient utilisées. Déjà, moi j'étais frappé par le nombre, d'employés qui, l'utilisent. Certains l'utilisent, tous les jours. Évidemment dans, les équipes, R&D, donc les équipes de développeurs, l'IA est au quotidien. On a un outil qui s'appelle, GitHub Copilot qui permet de coder plus vite. Toutes les équipes, qui ont attrait à la data du CRM, donc je pense aux équipes, qu'on appelle growth, croissance, les équipes marketing, les équipes, qu'on appelle ops, qui travaillent sur les CRM type, HubSpot et Salesforce et qui vraiment peuvent aller beaucoup plus vite dans la façon dont elles travaillent, dans leurs analyses de données. ChatGPT, évidemment, est utilisé désormais assez massivement, je pense, dans les entreprises, en tout cas chez PlayPlay. Et on a eu ce matin une super conférence sur le sujet. Pas forcément pour faire des travaux des travaux finis, mais au contraire plutôt pour nourrir de la réflexion et de la créativité. Donc l'IA, en fait, chacun va trouver ses briques d'IA selon son métier. Et ça va continuer. Je sais aussi que dans les équipes même juridiques, il y a aujourd'hui des IA qui peuvent être hyper utiles. La fonction voix off figure-t-elle déjà sur votre roadmap? Oui, la fonction voix off est sur notre roadmap. Alors, quand on dit roadmap, ça veut dire elle n'est pas encore là, mais je vais pas me faire taper sur les doigts, mais je dirais que ça arrive assez vite, en tout cas en 2023. Et la voix off, encore une fois, c'est hyper intéressant. On a eu quelques années dernièrement où on disait qu'il n'y avait plus l'audio dans les vidéos parce que les vidéos se consommaient en autoplay sur les réseaux sociaux. Et on voit quand même un retour de l'audio, alors soit juste de la musique, soit du parler, soit sur les contenus plus longs qu'on voit beaucoup sur YouTube, soit sur les contenus même très longs de type webinar ou vidéo de support de tutoriaux. Et donc demain avec PlayPlay, encore une fois, vous allez pouvoir ajouter une voix, choisir son ton, aussi choisir sa langue. Il y a un enjeu quand on parle de voix off ou même de traduction, enfin de sous-titres, c'est la traduction. Nous, on le voit chez certains de nos clients, ce besoin, de faire 10, 15 versions en 10 ou 15 langues des contenus, ça, ce sera aussi facilité avec l'IA et vous pouvez le faire vous aussi dans toute vos créations de contenu. Vous avez parlé des opportunités. Quelles sont les menaces selon vous? On va faire un SWOT. Non, mais c'est une très bonne question et je pense que en fait, toutes ces opportunités sont en creux des menaces. Ça veut dire que les équipes qui ne sont pas innovantes, qui ne sont pas à l'écoute des tendances et qui restent enfermées dans la façon dont elles travaillent, on le voit perdre du terrain. En fait, la communication, elle est majeure parce que c'est une façon de s'engager avec ses audiences qui sont multiples. On a des fans et des followers, mais c'est aussi nos clients, c'est nos partenaires, c'est nos candidats, c'est nos employés. Donc en fait, communiquer, c'est juste garder le lien, c'est juste faire passer le message. Et si vous progressivement perdez cette capacité à atteindre ces audiences, alors progressivement vous disparaissez. Donc en fait, on est toujours dans cette bagarre de l'attention et, et s'adapter aux nouvelles plateformes, aux nouveaux storytelling et aux nouveaux formats, c'est juste un moyen de rester en capacité à atteindre ces audiences. On me dit de me taire. Je vais m'arrêter là pour cette session. Je vous retrouve tout à l'heure avec Baya Kasmi, qui est réalisatrice et scénariste. On va parler de cinéma, ça va être passionnant. Et dans quelques secondes,
Vous allez basculer sur 3 sessions. Alors, il va falloir choisir, mais elles sont toutes passionnantes. La communication verte avec le directeur com de Dalkia. Passionnant la façon dont ils ont réussi à vraiment réduire leur impact carbone très concrètement dans leur communication. Et Dalkia, c'est une très grande entreprise. Contenu premium versus contenu gratuit avec le célèbre Guilhem Berthollet de Invox. On ne s'ennuie jamais avec Guilhem. Et alors, je ne pense pas qu'on puisse s'ennuyer avec Victor Linder de Behind the Skill. Les 5 contenus vidéo à lancer absolument en 2024. Ça, c'est sur la scène 3. Donc, je vous dis à tout à l'heure et restez avec nous.